Bonjour à tous. Nous sommes très heureux de vous retrouver aujourd'hui. Nous allons patienter quelques minutes avant de démarrer afin que tout le monde puisse se connecter. Voilà, donc on va attendre une ou deux minutes et ensuite on démarrera. Bonjour à tous, on attend que les personnes se connectent. Elles sont en train de se connecter. Alors, bonjour à toutes et à tous. Très heureuse de vous accueillir dans ce webinaire aujourd'hui dans lequel on va parler de coaching, l'état des lieux du marché et son évolution. C'est moi qui vais animer les échanges aujourd'hui. Je suis Isabelle André, je suis coach depuis plus de 20 ans aujourd'hui et toujours aussi passionnée, voire plus passionnée encore aujourd'hui, par mon métier. Et je suis également directrice de l'activité coaching du cabinet Oasis qui est un membre du Syntec. Ce webinaire est organisé d'ailleurs par le Syntec Coaching et je vais tout de suite passer la parole à Valérie Rocoplan, qui est coprésidente du Syntec Coaching avec Anne-Laure Pams et qui va, pour démarrer, nous dire quelques mots sur le Syntec. Valérie. Oui, bonjour à tous. Donc, vous savez que le Syntec Conseil est le syndicat professionnel qui représente l'ensemble des sociétés de conseil en France, qui réunit aujourd'hui presque 250, à peu près 250 entreprises de conseil et qui représente la profession du conseil dans toutes ses dimensions. Et au sein de Syntec Conseil, nous avons le plaisir, Anne-Laure Pams et moi-même, Valérie Rocoplan, de co-présider la commission coaching, dont la mission est triple. La première chose, c'est qu'on souhaite vraiment œuvrer à la professionnalisation du coaching professionnel, du coaching en entreprise et à défendre l'éthique, la déontologie du métier. Nous partageons énormément nos pratiques. Nous aussi, nous habilitons des coachs. En tant que représentant des coachs professionnels de Syntec, vous avez la possibilité d'être habilité par Syntec Coaching et nous organisons des webinars, des événements multiples, dont un bientôt qui sera communiqué prochainement au premier semestre 2024 pour faire connaître aussi le coaching professionnel à l'ensemble des clients qui sont intéressés. Nous sommes également très sensibles à suivre l'évolution du monde du travail, mais également des pratiques de coaching professionnel. Et c'est l'objet de notre webinaire aujourd'hui. Je te repasse la parole, Isabelle, et merci d'animer ce webinaire avec nous. Merci Valérie. Alors, donc, aujourd'hui, on va échanger pendant 1 heure autour de ce sujet qui est le marché du coaching et ses évolutions actuelles, en nous appuyant sur une étude publiée l'année dernière, en fin d'année, par l'OPIEC. Cette étude, elle a été un catalyseur pour nous, les coachs du Syntec, parce qu'on s'est aperçu, elle montrait qu'en fait, le marché du coaching se développait à une vitesse fulgurante et peut-être plus vite que sa structuration et sa professionnalisation et la professionnalisation des coachs. Donc, on a eu envie de partager nos réflexions et de trouver des réponses à ces questions. Et j'ai le grand bonheur aujourd'hui pour cela d'être entourée par 3 invités qui sont donc Valérie Bernard, qui est DRH de Deezer, qui est une société de streaming musical bien connue, une success story digitale avec 650 collaborateurs. Également Nathalie Serpossian, qui est directrice de l'IFOD, qui est une école de formation au métier de l'accompagnement et au coaching, avec historiquement une école qui a une trentaine d'années. Et puis Gilles Morche, qui est consultant en stratégie et associé du cabinet Catalyse, un conseil en stratégie pour les entrepreneurs. Alors Gilles va nourrir le débat en nous présentant une synthèse de cette étude donc de l'OPIEC. Avant de te passer la parole, Gilles, je voudrais juste vous dire à toutes et tous que vous pouvez poser vos questions pendant le webinaire en cliquant sur Q et R, donc questions-réponses et non pas dans chat. Et on prendra un moment à la fin pour vous répondre. Voilà, Gilles, je te passe la parole. Bonjour à tous, ravi d'avoir l'opportunité de vous présenter les résultats d'une étude en effet que nous avons conduite pour le compte de l'OPIEC. L'OPIEC est un observateur de branche qui travaille régulièrement sur les travaux de prospective. Et si vous en avez l'envie, vous pourrez aller charger l'étude complète sur le site de l'OPIEC. Je pense qu'elle est en accès libre.
pour ceux qui sont passionnés par le sujet. Je commencerai peut-être par quelques données de cadrage sur la profession, parce que ça faisait partie des sujets que nous avions regardés sur essayer de bien calibrer ce qui était aujourd'hui le coaching et la supervision. Donc, vous avez quelques chiffres à l'écran qui vous donnent des illustrations de l'ampleur de la profession sur le marché français. On estime grosso modo à 15 000 coachs présents sur le marché qui réaliseraient à peu près 750 millions d'euros de chiffre d'affaires. Et très honnêtement, je pensais plutôt une hypothèse basse, ce que nous avons retenu, étant donné qu'on est sur un marché que je considère en fort développement. À noter également qu'un grand nombre d'individus, au sens large du terme, aspirent à devenir coach. C'est une profession qui est plutôt reconnue, qui a bonne image, et ça fait partie de la mouvance que l'on observe de développement personnel. Donc, j'aspire à devenir coach, aussi bien pour moi-même, dans ce que je vais y apprendre, et dans ce que je vais pouvoir apporter aux autres. Intéressant de souligner que la plupart des coachs travaillent plutôt de manière indépendante dans des sociétés de petite taille, même s'il existe des établissements de plus grande taille qui proposent des missions de coaching de manière plus régulière. Et puis, on n'est pas coach à temps plein, du moins pour la plupart d'entre vous. Enfin, je ne sais pas qui participe aujourd'hui au webinaire, mais enfin, parmi les coachs, il y en a bon nombre le font de manière épisodique, puisqu'en gros, on a 50% des coachs qui réalisent 50% de leur activité autour du coaching. Je ne sais pas ce qu'ils font par ailleurs, probablement du conseil, de la formation. Toujours est-il qu'ils n'exercent pas à temps plein sur la mission de coaching. Quand on parle de coaching, ce sont des prestations assez diverses. Retenons que 90% des prestations concernent plutôt le coaching individuel versus d'autres formes de coaching dont on aura l'occasion de parler au cours du webinaire. Si on revient sur la densité ou l'énergie que passent les coachs dans leur métier, c'est en gros en moyenne 8 à 10 coachings par an pour 150 heures avec une grande disparité, des écarts types importants sur le montant des prestations ou les rémunérations qu'ils peuvent obtenir. Rappelons qu'un coach doit normalement se faire superviser, c'est vraiment dans les normes de la profession. Alors quand on dit normes, c'est délicat pour autant de dire s'il faut se faire coacher 5, 10 ou 20 heures. Ça, c'est de la responsabilité individuelle de voir avec quelle fréquence vous avez envie, en effet, de vous faire, de discuter avec vos pairs pour être toujours plus efficace et efficient dans votre pratique professionnelle. Au niveau des superviseurs, pardonnez-moi, on estime, là c'est plus délicat très honnêtement à apprécier la volumétrie, mais on doit être aux alentours de 500 à 1000 superviseurs qui participent donc à faire progresser au quotidien l'ensemble des coachs sur le marché. Beaucoup moins la formation, j'y reviendrai un peu plus longuement tout à l'heure. La formation est plus limitée pour les superviseurs. Donc, on a un nombre de formés qui est moins important que ce qu'on peut trouver sur la partie coach. Alors, je disais que c'est une norme de se faire superviser. Les pratiques sont quand même assez divergentes, puisque dans l'enquête que nous avions menée, et je remercie d'ailleurs l'ensemble des participants pour l'honnêteté des réponses qu'ils nous ont formulées, on avait en gros 44% qui faisaient moins de 5 heures de coaching par an, voire même 20% qui n'auraient pas recours à la supervision. De supervision. 5 heures de supervision. Voilà, donc ça laisse des marges de progrès, en effet, pour continuer de se former au quotidien. Je considère que la supervision est une forme de formation ou de développement de la qualité de votre coaching. Et puis, ça laisse de la place, en effet, pour un développement assez large du marché, notamment pour les coachs qui font aussi de la supervision. Retenons le chiffre clé. C'est un peu un leitmotiv dans le cadre de ma présentation de bien souligner l'intérêt que portent les clients par rapport aux prestations. Il y avait 86% des entreprises qui considéraient comme utile de faire appel à nouveau au coaching parce qu'elles avaient apprécié les premières prestations qu'elles avaient pu solliciter. Je parlais tout à l'heure de formation. Revenons peut-être sur quelques chiffres. Donc, on avait dans notre mission pour le compte de l'OPIEC de faire un inventaire de l'ensemble des formations, du moins de celles qu'on pouvait observer, et d'essayer d'en apprécier la qualité ou en tout cas la diversité. Alors, ça ne prétend pas à l'exhaustivité, mais on avait référencé à peu près 80 écoles extrêmement diverses dans leurs origines, dans leur façon de faire du coaching ou de former au coaching, avec, on le voit, des différences notables à la fois sur la taille des promotions. Certaines écoles ont en effet une récurrence forte dans les promotions, avec des promotions de taille importante. D'autres le font de manière plus anecdotique, si je puis m'exprimer ainsi, avec un nombre de formés beaucoup moins important. Ce qui est à retenir, c'est finalement le manque de lisibilité de cette offre de formation. Par le nombre, par la diversité des modèles, on n'a pas une unité
pour un coach, pour une personne en tout cas, qui se dit j'ai envie de devenir coach, est-ce que ça va être facile pour moi d'identifier la bonne formation crédible qui va me permettre ensuite d'avoir des enseignements académiques de haute qualité et derrière, par la suite, de pratiquer ma profession comme il se doit. Cette offre de formation tente à être mieux reconnue. Il y a des questions de label RNCP, quelques turbulences actuellement sur le sujet, mais on voit bien l'intérêt d'avoir une reconnaissance plus aboutie, aussi bien vis-à-vis des acheteurs qui pourront se fier justement à ces signes de qualité, mais également vis-à-vis de l'État, avec les possibilités de financement qu'offre cette reconnaissance au niveau des instances et de l'État. Soulignons peut-être qu'il y a des bonnes pratiques à généraliser, que certaines écoles pratiquent, hein, évidemment, dès aujourd'hui. La sélectivité est renforcée à l'entrée pour faire en sorte qu'il y ait une proportion importante d'apprenants qui deviennent véritablement coachs, et si possible, coachs pas simplement à 5 ou 10% de leur temps. Ça, c'est la vérification du taux d'activité des coachs en sortie de formation. Et n'oublions pas la pertinence de bien former les coachs en puissance sur des questions d'action commerciale et d'entrepreneuriat. Certains nous ont souligné dans le cadre des échanges qu'ils avaient en effet une petite difficulté dans leur activité à mettre en avant ou est en situation finalement de générer suffisamment d'activité dans cette fonction de coaching. Que disent les clients sur le coaching? Alors, je vous rassure, hein, ils ne tarissent pas d'éloges sur le coaching. Donc, une vision très positive, hein, dans l'ensemble, il n'y a pas de sujet. Et ils considèrent que dorénavant, le coaching fait partie des arsenals RH, comme on peut trouver du conseil, de l'accompagnement. C'est un outil qu'on utilise régulièrement et dont on considère qu'il apporte une vraie valeur ajoutée pour l'organisation et pour les salariés. Donc, ça participe au développement professionnel. Et on entend parfois également la notion de thérapie. Alors, thérapie au sens très soft du terme, hein, c'est beaucoup plus bref, c'est très orienté monde professionnel, mais c'est encore une image qui persiste dans l'esprit des clients sur, globalement, de quoi parle-t-on lorsqu'il s'agit de coaching. Revenons sur quelques points forts, points faibles. L'efficacité qui se démontre au fil des années, un outil très utile dans les phases de transformation, et Dieu sait si les entreprises se transforment de manière régulière en ce moment dans un monde extrêmement agité. Et puis des prestations, ça c'est intéressant, qui sont utiles pour le salarié indépendamment du temps qu'il va passer dans l'entreprise. Ça fait partie de son développement personnel. Il va lui-même apprendre sur ce qu'il est et sera peut-être meilleur dans sa vie personnelle, indépendamment de ce qu'il apporte dans les 8 heures qu'il passe au travail. Dans les points faibles, la question de lisibilité, j'y reviendrai. Peut-être des progrès à faire sur le cadrage des prestations, notamment sur le cahier des charges. Et puis, la difficulté persistante à mesurer les résultats. Les résultats s'observent sur le long terme. C'est toujours un peu délicat pour un acheteur, un DRH, de se dire, à l'instant T, j'ai un retour positif sur la prestation de coaching, mais globalement, à quel moment je vais pouvoir constater une vraie évolution dans les façons de manager de la personne qui s'est fait coacher. Quelques précisions peut-être. Donc, un outil très utile pour la marque employeur. Et puis, c'est une perception qui finalement évolue au fil du temps. Elle est de plus en plus utilisée par le monde économique, qui en constate l'utilité. Donc, ça participe à l'évolution et l'effet d'entraînement qu'on peut observer sur la mobilisation de prestations de coaching. La question de la lisibilité est centrale. Alors, plusieurs facteurs qui peuvent expliquer cette difficulté de lisibilité. Des sujets propres au métier, bien habile, qui peut faire la différence entre coaching, conseil et formation. C'est un peu de provocation, hein. Évidemment, autour de la table, vous savez faire la différence. Mais quand on est à l'extérieur, c'est un peu plus ardu en termes pour appréhender ce qu'est vraiment le coaching. Un terme générique avec des déclinaisons extrêmement larges, des coachs à plein temps, des coachs à mi-temps, des coachs qui sont prestataires de services, des coachs qui sont internes dans l'entreprise. Donc, on voit que la lisibilité n'est pas extrême, en tout cas délicate à appréhender pour quelqu'un qui vient de l'extérieur. Un marché qui n'est pas totalement mature, donc dans la professionnalisation des achats, dans les relations, les transactions entre les acheteurs et puis les prestataires de services, il reste encore des choses à optimiser, à professionnaliser. L'écosystème autour du coaching qui est très large, on a beaucoup de fédérations, des ardents défenseurs du coaching, mais chacun avec son école. Et puis enfin, on l'a vu à l'instant, le foisonnement de formations, plus ou moins crédible. Allez, je me permets cette petite digression. Ça ne participe pas finalement à la lisibilité de la profession. Quel avenir et quelle perspective à 5 ans pour le coaching?
Je considère qu'il y a vraiment des facteurs et des tendances très favorables au coaching et à la supervision. J'y reviendrai dans les secondes qui suivent. Je pense qu'on est plutôt sur une croissance à 2 chiffres du marché sur les 5 prochaines années. La plupart des coachs que nous avions interviewés, avec lesquels nous avons discuté en profondeur, étaient globalement très optimistes sur le développement de la profession. Même si on le voit au travers des chiffres que j'ai présentés tout à l'heure, certains sont quand même en difficulté pour concrétiser ce potentiel et en faire une activité à plein temps. Indubitablement, il y a le développement de nouvelles formes de coaching avec l'arrivée de nouveaux acteurs. Alors, en 2022, on avait déjà observé la pénétration forte des plateformes sous des modalités de coaching un petit peu différentes. Il n'y avait pas encore l'intelligence artificielle. C'est un fait, hein, l'avènement de l'intelligence artificielle. Est-ce que j'ai envie de me faire coacher par un ordinateur? Je ne sais pas. En tout cas, il y a aujourd'hui des possibilités de se faire coacher par l'intelligence artificielle. Et puis l'avènement également de nouveaux formats, le développement du coaching collectif, des coachings plus resserrés. On emploie souvent l'appellation de coaching flash, plus court, plus synthétique, plus rapide. Voilà. Sans parler évidemment de toute la diversité, du particularisme de chaque demande d'acheteur qui aura des volontés, certes, de rentrer dans les 6 à 8 séances classiques, mais peut-être d'avoir quelques variantes en fonction des caractéristiques ou des besoins de l'individu. Et puis cette notion de clarification, lisibilité, reconnaissance, je pense qu'on va dans le bon sens. À la fois, c'est l'évolution naturelle de reconnaissance, de preuve du concept qui a été fait sur le coaching. Et puis, vous y œuvrez tous dans votre quotidien pour faire reconnaître votre profession, en démontrer l'utilité et en mettant en avant tous les avantages que ça peut présenter pour l'entreprise et pour le salarié qui en bénéficie. Sur ces tendances que j'évoquais, des tendances sociétales que vous constatez tous, hein, il suffit de regarder la littérature pour voir le foisonnement de livres sur le développement personnel et l'accomplissement de soi. Évidemment, il y a de nouveaux rapports au travail et à l'employeur. Les salariés d'aujourd'hui ne sont plus les salariés d'hier. Et l'utilisation du numérique vient bouleverser les modes de fonctionnement de l'entreprise et les usages. Quelles réponses font les entreprises? C'est un investissement croissant sur les ressources humaines. C'est l'évolution des pratiques et des politiques RH, des modes de management et une organisation différente du travail. S'ajoute à ça un effet d'entraînement positif, puisque la preuve du concept est faite. Près de 90% des gens qui sollicitent le coaching ont envie de renouveler l'expérience. Je parle là en termes d'entreprise ou d'achat. Donc, on a un environnement vraiment qui est très favorable au développement du coaching professionnel. Et par rebond, par effet mécanique, on peut considérer que la fonction de supervision, les missions de supervision, devraient également connaître un essor significatif sur les prochaines années. Voilà ce que je voulais vous évoquer de manière rapide. Hein. Je suis peut-être allé un peu plus vite que prévu, mais ça laissera sans doute la place davantage aux questions sur un sujet qui vous passionne et qui m'a passionné en 2022 lorsque j'ai découvert avec plaisir ce qu'était la réalité de votre métier. Merci beaucoup, Gilles. Alors, on va passer effectivement à nos débats. Première question à Valérie Bernard. Donc, Valérie, je rappelle que tu es DRH de Deezer. Pour commencer, bon, Valérie, tu fais partie des DRH qui utilisent le coaching depuis longtemps. Quelle est ton approche du coaching aujourd'hui et comment est-ce que tu l'utilises chez Deezer? Bonjour à tous. Merci de m'avoir invité à participer à cet échange. Donc, nous, effectivement, chez Deezer, on a une pratique assez extensive du coaching et pour ma part, j'ai des expériences depuis très longtemps, c'est pas nouveau. Et toujours, on va dire aussi dans une approche qui reste à peu près équivalente, à savoir pour moi, le coaching, c'est réellement aider les personnes à utiliser des ressources, des moyens, peu importe comment on les appelle, face à des situations complexes, difficiles ou juste à l'ambiguïté de certaines organisations. Et ces moyens, ces ressources étant dans des angles morts. Donc, du coup, pour pouvoir soit les porter en conscience, soit savoir les utiliser de façon utile et pragmatique, c'est bien d'avoir un tiers neutre qui n'a pas de rapport hiérarchique, qui n'a pas de relation, on va dire, d'évaluation avec la personne, et puis surtout qui est dans un endroit un peu sécurisé, on va dire, pour pouvoir le faire. Parce que c'est confrontant. Alors, mon approche,
elle est effectivement d'être du coup exigeante, parce que comme c'est hyper compliqué de faire votre métier, dès qu'on a des résultats, c'est assez spectaculaire. Donc du coup, moi j'attends beaucoup effectivement de cette pratique dès qu'on fait appel à des coachs. Et alors pour répondre à ta question, Isabelle, sur nos usages, on utilise quasiment toutes les pratiques aujourd'hui chez Deezer. Donc on utilise une plateforme pour faire du coaching flash et à distance. On utilise des coachs professionnels pour des coachings individuels. On utilise aussi pour faire du coaching collectif. Et on utilise même des coachs spécifiques. Alors là, un peu plus psycho pour pouvoir traiter des cas de RPS, par exemple, ou de santé mentale. D'accord. Et par rapport à ce que disait Gilles, face aux défis actuels, le télétravail, la digitalisation, le bien-être au travail, la volonté des collaborateurs d'aller vers le développement personnel et le bien-être, est-ce que tu as vu justement évoluer les demandes de coaching de tes collaborateurs vers ces sujets-là? Alors, en tout cas, pas de façon ouverte. Il y a une demande plus. En fait, si ça a changé quelque chose, c'est le fait de demander de l'aide. Après, c'est pas forcément lié à des thématiques de perte de sens ou en tout cas, pas chez Deezer. Mais par contre, il y a plus facilement une orientation à aller demander de l'aide pour traiter un sujet particulier dans sa sphère professionnelle. D'accord. Alors, on voit dans l'étude qu'il y a 15 000 coachs en activité, que 50% ont une expérience de moins de 2 ans, que les tarifs varient entre 200 et 800 euros de l'heure, avec une moyenne à 330, que seulement, alors on l'a peut-être pas vu, mais dans l'étude, on dit que seulement 42% des coachs ont une certification délivrée par des organisations professionnelles. Donc, les profils sont très disparates. Comment est-ce que tu choisis tes coachs? Ça va intéresser beaucoup de monde. Sur quels critères? En fait, je me suis rendu compte grâce à l'étude, merci Gilles pour ça, qu'en fait, j'en ai pas. Et que je suis complètement en phase avec ce qui a été dit dans l'étude, c'est que je suis perdue sur le nombre d'écoles et de formations, sur le nombre de différentes pratiques. Donc, en fait, mon choix, il se fait par recommandation principalement. Donc, en gros, c'est qui me recommande. Donc, en fonction du contexte, etc., c'est important. C'est-à-dire que généralement, je fais appel à mes collègues et mon réseau RH. Et donc, en fonction des pratiques RH, je me dis, bon, ça peut être adapté plutôt à telle ou telle situation. Et puis, et en fait, je vais travailler par recommandation ou par expérience, d'avoir testé une fois avec un coach, ça a marché, donc je réitère. Mais je n'ai pas de méthode. D'accord. Tu vas en avoir maintenant. On va répondre à cette question. Merci. Question à Nathalie. Donc, tu es, je le rappelle, directrice de l'IFOT, qui est une école de formation au coaching. Alors, question ouverte, quelle réflexion suscite chez toi la présentation de Gilles? Qu'est-ce que tu as envie de partager? Bonjour à tous, je suis ravie d'être présente dans ce webinaire. Le mot professionnalisation des coachs est un mot qui sonne juste, qui fait vraiment, c'est une étape dans l'évolution de ce métier qui est reconnu, qui évolue, qui se clarifie de plus en plus justement par des écoles qui certifient des compétences de coach professionnels. On voit bien cette évolution comme elle est importante et nécessaire sur le marché quand on écoute la demande des entreprises. Ce qui m'a également intéressé, c'est de voir que ce sujet de la supervision est soulevé, qui est fondamental et qui est lié aussi au sujet de la déontologie des coachs, qui est porté, qui est développé notamment à travers des organisations professionnelles qui, comme le Syntec, démontrent l'importance du respect, de la méthodologie, justement de se former tout au long de la vie du coach, mais également de bien respecter quelle est la vocation et les valeurs que porte ce métier. Justement, pour la supervision, on voit dans l'étude que 44% des coachs ont entre 1 et 5 heures de supervision par an, et 20% 0 heure de supervision par an, ce qui nous laisse au Syntec assez étonnés, parce que déjà, nous, pour être certifié habilité Syntec, on exige 10 heures minimum de supervision par an. Que t'inspire ce chiffre? Alors, je suis tout à fait d'accord, ce n'est absolument pas suffisant, 40% de coachs qui sont dans cette logique de proposer de suivre de la supervision. Il est nécessaire que
ce métier aussi se professionnalise, parce que c'est aussi cette activité n'est pas suffisamment encore encadrée. Hein, la supervision, comme le disait Gilles, n'est pas encore suffisamment encadrée en termes de formation. Ça y est, ça se développe. Atlas OPCO des métiers du conseil, lié à Syntec, a ouvert récemment un appel d'offres pour justement identifier des écoles qui peuvent former à la supervision. Donc, on espère que ça va contribuer et continuer à ouvrir de nouvelles vocations, mais aussi à professionnaliser le métier par de la formation reconnue. Alors, merci beaucoup. Quel conseil tu donnerais du coup à Valérie pour choisir ses coachs? Quels seraient les critères selon toi? Alors, pour moi, un des critères évidemment importants, c'est la notion de reconnaissance par une école. C'est une certification de compétences professionnelles qui sont données par des écoles. Il y a des écoles qui sont reconnues. Tout ce qui est effectivement lié aussi à un nombre d'heures de pratique. C'est important que l'entreprise puisse s'assurer que le coach a pratiqué, qu'il est supervisé, évidemment. Et aussi qu'il est adhérent d'une organisation professionnelle qui, elle aussi, encadre dans le temps, justement, la pratique du coaching. Donc, supervisé, certifié, un diplôme, et puis, bien sûr, il faut qu'il ait un bon relationnel avec la personne qui va coacher. Ça fait partie aussi des critères, on le sait, nous les coachs. L'étude montre qu'il y a une très forte demande. Du coup, Gilles disait qu'il y a beaucoup de gens qui veulent devenir coach. C'est une bonne chose. Est-ce que tu observes, Nathalie, cette croissance dans la demande de formation? Et qu'en penses-tu? Y a-t-il du travail pour tout le monde? C'est un petit peu la question que beaucoup de coachs qui veulent se lancer se posent. Alors oui, il y a une demande croissante. Hein. On a vu suite, après la Covid, ce besoin de reconversion professionnelle, justement de trouver des métiers qui ont du sens dans l'accompagnement, dans le sujet de l'accompagnement de transformation des entreprises par les personnes. Et le coaching est un moyen évident d'accompagner ces personnes. Le point, c'est qu'en France, on est encore au début de ces pratiques et 33 000 coachs, ça ne nous paraît pas beaucoup, compte tenu, si on compare les 28 millions exactement de salariés en France, dont 20 millions dans le secteur privé. Et on voit même que dans le public, il y a de plus en plus de demandes d'accompagnement en coaching. Donc oui, c'est un marché qui va beaucoup se développer. Donc nous, on est tout à fait confiants et on porte aussi tout ce qui est accompagnement individuel. Et d'autres formes de coaching sont aussi demandées par les entreprises, comme le coaching d'équipe, le coaching d'organisation, qui est encore aussi un des éléments qui avait été soulevé par l'OPIEC, dans l'étude de l'OPIEC, de démontrer que c'était des points de développement des offres de coaching. Merci beaucoup. Alors, 28 millions, moi j'aime beaucoup cette vision des 28 millions de salariés qui vont chercher, qui vont tous avoir un coach. Je pense que ça nous met du baume au cœur à tous les coachs qui nous écoutent. Question à Gilles. Donc, parlons un peu d'avenir. Toi qui es consultant donc, en stratégie chez Catalyst, je le rappelle. Donc, l'étude prévoit une croissance à 2 chiffres donc, sur les prochaines années de ce marché du coaching. Est-ce que tu peux nous expliquer cette envolée? Y a-t-il moyen de savoir sur quel type de coaching est-ce que l'étude va dans cette finesse-là va se développer plutôt qu'un autre et également concernant la supervision, si tu as des prospectives. Beaucoup de questions en une, mais je vais essayer d'y répondre de manière brève et synthétique. Plusieurs facteurs qui m'amènent à être optimiste sur le taux de croissance. D'abord, on a quand même questionné beaucoup de coachs sur le terrain qui sont des observateurs éclairés du marché. Et je dirais que beaucoup étaient très optimistes sur leur profession, voire même certains très optimistes. Et quand je dis beaucoup de coachs, on a quand même interviewé près de 60 coachs et il y a 1500 personnes qui se sont répondues à l'enquête en ligne. Donc, notre échantillon n'est pas neutre. Deuxième facteur, les phénomènes structurants que j'évoquais tout à l'heure de tendance sociétale et de nouvelle organisation du travail, ce n'est pas des signaux faibles. C'est vraiment des éléments incontournables sur lesquels il faudra s'adapter et qui plaident en effet largement pour le coaching. Et puis enfin, alors là, je vais faire la flagornerie peut-être, mais je dirais que le coaching réunit tous les avantages. C'est-à-dire que à la fois vous en gérez la temporalité, c'est par définition éminemment individualisé,
Et puis, vous bénéficiez à la fois d'une intervention qui vous est profitable dans votre cadre professionnel et dans votre cadre personnel. Très honnêtement, je vois, il n'y a pas beaucoup de défauts identifiés sur ce que peut représenter le coaching pour un individu dans le cadre personnel ou professionnel. C'est sûr. Dans Alors, oui, dans les modalités, je fais très vite, hein, dans les modalités du collectif sans doute. On travaille de plus en plus en équipe. Pourquoi est-ce qu'on ne coacherait pas les équipes plutôt que les individus un à un? Et puis pour travailler régulièrement à animer des codires, je m'aperçois qu'il y a quand même pas mal de dysfonctionnements dans les codires. Donc, pas en tant que coach, hein, en tant que conseil, j'entends, je ne prétends pas faire du coaching de codir. d'accord. Enfin, plus peut-être de coaching court. On est vraiment dans le règne de l'urgence, de l'immédiateté. Donc, ça veut dire qu'il faudra peut-être condenser les formats. Et sur la partie intelligence artificielle, je n'ai pas d'avis, ni d'envie d'ailleurs. Merci. Oui, intelligence artificielle, on va pas beaucoup en parler aujourd'hui, tout simplement parce qu'on va faire avec le Syntec un webinaire spécialement sur ce sujet en début d'année prochaine. Mais c'est vrai que c'est un facteur qui déboule là, qui n'était même pas présent lorsque l'on a fait l'étude, en fait. Je vois qu'il y a des questions. Valérie me fait signe. Alors, Oui, il y en a pas mal. Je voulais juste en profiter pour poser la question qui est nommée, qui est qu'est-ce que vous voulez dire spécifiquement par supervision, peut-être pour toi, Nathalie? Oui, bien sûr. Une supervision, c'est un accompagnement qui est fait par un master coach qui a une certaine expérience pour pouvoir, dans le cadre d'un accompagnement d'ailleurs de type coaching, soit en individuel, soit en collectif, répondre aux différentes attentes du coach qui accompagne un coaché. Donc c'est fondamental dans la distanciation, dans la remise en cause, dans tout ce qui est lié à la pratique du coach pour accompagner un coaché. merci beaucoup, Nathalie. Alors, voyons maintenant du côté des points faibles que Gilles a mentionnés. Je me tourne vers Valérie. Valérie, dans l'étude, on voit qu'il y a certains points faibles qui sont le manque de cadrage des prestations, la difficulté à évaluer les résultats, les risques déontologiques. Qu'en penses-tu, toi, du point de vue de cliente? Est-ce que tu es d'accord avec ces points faibles? Est-ce que tu les rencontres et les observes? Complètement. Je suis complètement d'accord. Je les rencontre, je les observe. Alors, souvent, ça peut être clairement du fait du prescripteur, du client, hein, parce que on dit toujours qu'il vaut mieux prévenir que guérir, mais souvent, on arrive avec une problématique où ben, on est déjà voilà, en situation de blocage et donc, du coup, on fait appel au coach parce que rien d'autre n'a marché jusque-là. Donc, forcément, bah, je dirais, on laisse à la pratique du coach la responsabilité de résoudre ben, peut-être tout un tas de choses qui ne sont pas liées qu'à la personne au coaché. Donc, forcément, en termes de cadrage, là, l'entreprise a une responsabilité. Par contre, moi, j'ai vu aussi des pratiques de coach qui rentraient en coaching avec ben, pas forcément l'entretien tripartite avec le manager, pas forcément avec un gros brief à l'entrée et juste un entretien avec le coaché et hop, on y va. Et du coup, en termes de déontologie, et c'est là où, quand je disais merci pour la méthode, Nathalie, parce que même si voilà, j'ai un peu cette structure-là en tête, mais bon, par exemple, connaître les différentes écoles, etc. Parce que moi, j'ai quand même vu aussi des pratiques, alors c'est moins en moins, où finalement, bah, ça renforçait le biais ou la problématique qu'on avait mis sur la table et posée sur la table et qu'on voulait travailler avec le coaché. Donc, on ressortait du coaching finalement bah, avec un collaborateur ou une collaboratrice qui se renforçait sur son point de blocage. Donc, c'était complètement raté. Donc, oui, il y a un vrai besoin de travail, je pense, de façon beaucoup plus en pair et en partenariat avec le prescripteur, faut pas l'oublier. Et ça ne se joue pas que dans la relation coaché et coach. Oui. C'est-à-dire que le coach peut avoir tendance à oublier qu'il y a un client, client final qui n'est pas le coaché et se refermer sur cette relation coach-coaché. Complètement. D'où l'importance de la supervision, d'ailleurs, par exemple, sur ce point-là. Hein. Je reviens là-dessus. Il y a une question. Alors, une autre question, Ouais. Valérie. Valérie, qu'est-ce que vous pensez de l'hybridation entre coaching présentiel et coaching distanciel? Est-ce que vous avez déjà fait appel à des programmes mixtes? Alors, des programmes mixtes, c'est une bonne question. Certainement, on doit en faire. J'ai pas regardé dans les détails, c'est encore une fois chez Deezer. Moi, ça fait que 6-7 mois que je suis chez Deezer. Hein, donc, le coaching avait été mis en place avant. Donc, j'ai pas regardé l'étendue de tout ce qu'on a fait. Mais oui, on fait un peu appel.
Dans des cas individuels, c'est le cas, ça marche bien. À partir du moment où il y a quand même alors je crois pour les coachings flash qui sont pour moi presque plus du learning que du coaching. Voilà, sur les coachings individuels, quand il y a déjà une relation qui est établie en présentiel, ça se fait très bien à distanciel. Et même, j'ai connu des pratiques de coaching individuel à distanciel qui ont très bien marché. Merci. Valérie, parlons de l'évolution donc du métier de coach. On l'a dit, cette évolution est caractérisée par une grande diversification de l'offre, du coaching de plateforme, du coaching court, du coaching à l'heure, du coaching distanciel, bientôt des coachbots, puis des coachings longs, toujours historiques qui continuent. Cette diversification, est-ce que ces offres sont bien lisibles du point de vue de la DRH d'entreprise que tu es? Je rappelle juste que 75% des répondants dans l'étude trouvent le marché peu intelligible ou moyennement intelligible. Ça nous a vraiment interpellés. Alors moi, je ne savais même pas qu'on envisageait de faire du coaching par des bots et par l'IA. Alors moi, je suis dans une entreprise qui développe de l'IA, donc je suis absolument pas contre de l'IA. Encore une fois, là, moi, je mettrais, si je mets un jour, je fais ça, ce sera pour faire du learning, ce sera pas pour faire du coaching. Je sais pas, je trouve que je vois pas bien, mais je me suis pas penchée sur le sujet. Et encore une fois, oui, l'offre elle est foisonnante. Il y a des créations tous les 4 matins, de toute manière, dès qu'il s'agit de développement personnel, et notamment en entreprise, parce que l'argent est là. Donc, du coup, on a beaucoup de créativité sur des prestations, les propositions de prestations. Encore une fois, le client, il peut être vite perdu. Et généralement, sa façon de choisir, ça va être la recommandation. Donc, si vous avez envie d'aller sur ce genre de nouvelles choses, venez avec des exemples concrets, parce que concrètement, moi, je ne sais pas si je me lancerais tout de suite voilà, dans le vide à tester ce genre de choses. Très bon conseil, merci Valérie. Alors, je reste sur ces évolutions, je me tourne vers Nathalie. Du côté de la professionnalisation des coachs, justement, ces nouvelles formes de coaching, très diverses, demandent-elles de nouvelles compétences? Si oui, lesquelles? Et les écoles sont-elles prêtes à former sur ces nouvelles compétences? Alors, on est au tout début quand même de ce qu'on appelle, il y a effectivement des tentatives de coacher avec un avatar, avec voilà, des modes de questionnement qui se répètent et qui s'analysent par la machine, qui arrive à formaliser, à reformuler. Ce qui est complexe actuellement, c'est que dans le coaching, comme le disait Valérie, on est dans des logiques de travailler sa relation avec une personne, sa relation humaine. Donc pour le moment, c'est pas encore suffisamment avancé. Est-ce que demain on continuera d'utiliser le mot coaching quand la machine, quand l'intelligence artificielle, le coach en IA sera vraiment un coach? Je ne le pense pas. En revanche, ce qu'il faut, c'est qu'on soit très proche de cette évolution pour savoir quel mode d'accompagnement cela va donner. C'est-à-dire qu'on parlera d'accompagnement IA et coaching, ou on parlera d'encore une autre diversité d'accompagnement. Mais cette relation humaine, cette relation avec des personnes, qui est recherchée aussi dans l'accompagnement par le coaching, pour le moment, il ne répond pas à chatbot. Bien sûr, bien sûr. Mais sans aller jusqu'à l'IA, juste aujourd'hui, est-ce que faire du coaching distanciel à travers un écran, ça ne demande pas des nouvelles compétences? Est-ce que faire des coachings d'1 heure, même une demi-heure parfois, ça ne demande pas des nouvelles compétences? Est-ce que l'IFOD forme, ou les écoles forment à ça? Alors, oui, nous, on forme à ces nouvelles modalités. Donc, pour nous, ce sont des modalités. C'est-à-dire que le coaching, dans sa méthodologie et dans sa pratique, reste sur la maîtrise du cadre, la traduction d'objectifs, l'identification des critères de réussite, l'utilisation justement des différentes méthodologies d'accompagnement. On est toujours dans des techniques de coaching et une posture de coach. C'est juste la modalité qui change. Le distanciel, on l'a vu ces dernières années, a été un moyen d'amplifier ces modes d'accompagnement. Après, certains, que ce soit le coach ou le coaché, préfèrent du distanciel ou préfèrent du présentiel. Ça, c'est tout un chacun. Mais les fondements du métier restent les mêmes. Alors, Valérie, une question.
Et une question sur le fait qu'il y a un rapport du Sénat qui parle de risque de dérive sectaire en termes de pratique du coaching et notamment le mal que fait Madame De Funès quant à la façon dont elle parle des coachs. Peut-être Nathalie, veux-tu t'exprimer sur ce sujet? Oui, alors c'est un sujet où effectivement la profession, à travers les organisations professionnelles, à travers justement ce travail de fond que font les écoles qui sont reconnues, de travailler sur ce n'est pas lié à une dérive sectaire. Et tout ce qui est dit actuellement sur encore cette hésitation à traduire, mais qu'est-ce que font les coachs, c'est pour moi, j'ai l'impression qu'on repart dans des débats qui remontent à plusieurs décennies, quand on parlait des métiers de l'accompagnement, comme la thérapie, comme l'accompagnement psychologique, qui était considéré à mal ou seulement pour des personnes souffrant de maladies mentales et pas en ayant un besoin d'accompagnement. Donc, je pense que c'est une mauvaise connaissance, c'est aussi un refus d'une évolution qui va être naturelle et qui va grandir. Et je pense qu'il faut avoir confiance, évidemment, en le cadrant, sur la capacité à accompagner les personnes. Mais on ne peut pas mettre tout le monde dans dans la même catégorie. C'est pas possible. Le coaching est un besoin du marché et il va grandir. Et alors justement, pour rester sur l'offre de formation, elle est également peu lisible. Il y a beaucoup de personnes qui veulent se former au coaching et qui ne savent pas du tout, parmi toutes ces 80, je rappelle, 80 écoles de coaching dans l'étude, elles ne savent pas du tout à qui s'adresser, quelles sont les écoles, quels sont les courants, Est-ce que Nathalie, tu peux nous éclairer là-dessus? Alors, les courants, c'est un peu compliqué à répondre en un temps très limité, mais on peut après essayer de traduire quelques courants. La plupart des écoles sont maintenant intégratives. Ce qui est important, c'est d'identifier justement les différentes accréditations dont disposent les écoles, que ce soit à travers des certifications reconnues par l'État, le nombre d'alumni. Vous pouvez aussi, quand vous recherchez une école, demander à discuter ou à échanger avec des alumni. Il y a tout ce lien aussi avec les organisations professionnelles, Syntec, EMCC, ICF. C'est un métier qui se professionnalise de plus en plus et qui doit aussi se reconnaître à travers, par exemple, les procédures d'inscription qui sont, comme le disait Gilles, de plus en plus marquées pour rentrer dans les écoles de coaching. C'est pas qu'une démarche commerciale, il y a tout un entretien, il y a tout ce qui est lié à des prérequis. Donc, je pense que c'est un petit peu difficile actuellement encore parce qu'il y a beaucoup d'offres. Mais Calliope, qui est une norme aussi qui régente l'ensemble des organismes de formation, continue à professionnaliser aussi sur les modalités en tant qu'organisme de formation. Donc, il faut encore un petit peu de temps, je pense, pour... C'est quand même surveillé par l'État, les diplômes délivrés ou pas, etc. Oui, bien sûr, mais... Il y a des obligations, je crois, aussi à former des gens et qu'il y ait un métier derrière ou une ouverture derrière. Bien sûr, on est de plus en plus lié à identifier ce que deviennent les coachs au bout d'un certain temps, c'est-à-dire au bout de 6 mois, quel type de fonction, quel type de métier, comment ils ont pu développer leur activité en tant que travailleur indépendant ou en tant que salarié. Est-ce qu'ils ont développé des activités connexes, comme le dit Gilles? Il y a aussi un coach fait de la formation, un coach fait également du conseil, mais comme dans beaucoup d'activités professionnelles, quand on monte son entreprise, on est souvent dans des activités qui sont pluridisciplinaires ou sur d'autres activités. Donc c'est aussi dans cette logique que ça se développe. Alors, je voudrais me tourner vers Gilles. Maintenant, on va regarder un peu, on a vu qu'il y avait des problèmes de visibilité et de foisonnement de l'offre. Donc, si on résume, on voit qu'il y a vraiment du bon dans le coaching, ça se développe, mais qu'en termes de régulation, de formation, de professionnalisation, de lisibilité des offres, il y a des petits soucis. Donc, quelles sont les pistes que nous dit le consultant en stratégie? Nous qui sommes coachs, et si on veut booster notre activité, quelles sont nos pistes d'action pour améliorer, pour parer à tous ces points faibles?
Oula, vaste sujet, mais vous n'en avez pas tant que ça des points faibles, donc Ah. ça va aller vite. Bon, je ne reviens pas sur la formation qui a été évoquée très clairement par Nathalie. Donc, il y a l'évolution de la formation pour s'adapter aux nouvelles pratiques. Et puis, Darwin va sévir, donc les écoles qui le pratiquent de manière un peu folklorique, je pense qu'elles disparaîtront au fil du temps. Donc ça va résoudre un problème de lisibilité. Donc la partie formation, on voit que ça va se réguler, je pense, assez vite. Et puis, toujours l'idée de le faire évoluer les formations au fil du temps. Sur le sujet de la lisibilité, je pense qu'il y a deux axes. Le premier, c'est la pédagogie vis-à-vis des clients. Comme le disait Valérie, on est parfois perplexe lorsqu'on veut faire appel à du coaching. Donc la pédagogie, c'est d'abord expliquer qu'il y a différents formats de coaching qui s'appliquent dans des contextes assez variés, qu'il n'y en a pas un qui prime sur l'autre, mais qu'il faut savoir les mobiliser à bon escient. Et la pédagogie vis-à-vis des clients, c'est bien rappeler les bonnes pratiques. C'est quoi un process d'achat? Et une fois qu'on a acheté, c'est quoi un bon process de déroulement d'un coaching avec la fameuse discussion tripartite auquel Valérie faisait allusion. Et puis aussi de la pédagogie vis-à-vis des coachs. Formez-vous, faites-vous superviser, adhérez à Syntec. Voilà, non mais, si je dis ça, c'est pas uniquement pour vous tendre une perche, c'est globalement le fait d'adhérer à une fédération, à une association, ça vous donne de l'information, ça vous permet de vous former, ça vous permet également d'échanger avec vos pairs. Donc, c'est pas simplement histoire d'avoir une étiquette et une adhésion. Donc, il y a plein de sujets. Un dernier peut-être, celui-là est plus délicat, c'est une question sémantique. Il y a un vrai sujet autour du terme de coach. Le terme est galvaudé, on ne sait pas de quoi on parle. Est-ce qu'on fait allusion à Didier Deschamps? Est-ce qu'on évoque Kevin, le prof de sport, qui va vous faire votre séance de stretching le mardi matin à 7h? Ou est-ce qu'on parle réellement d'une séance de coaching? Malheureusement, tout le monde emploie le terme de coach et on y met des réalités très très différentes. Tu penses qu'on pourrait protéger le terme de coach? Tu penses qu'on pourrait arriver à protéger le terme? Voilà, exactement. Comment est-ce qu'on met une réalité solide et qu'on associe au mot coach les professionnels que vous êtes? Donc ça, c'est un sujet un peu plus lointain, mais qui mériterait d'être réfléchi. Et alors, du côté de toi, Valérie, en tant que cliente, de ton point de vue, qu'est-ce qui te serait utile pour améliorer ta perception du coaching, ton expérience du coaching? Quels conseils tu pourrais donner aux coachs voilà, pour améliorer voilà. C'est une question que je pose quand je rencontre des nouveaux voilà, c'est en gros, expliquez-moi les avantages, les bénéfices de votre pratique, pratique versus peut-être d'autres formations, d'autres écoles, et que j'y vois de façon, encore une fois, assez concrète, les bénéfices d'une pratique par rapport à une autre qui fait que effectivement je vais atteindre éventuellement, je sais bien que c'est pas à 100% garanti, on est sans être humain, mais que j'ai un peu plus de chance d'avoir atteint les objectifs qu'on se fixe avec le collaborateur et le manager. Donc voilà, un peu plus de lisibilité sur vos pratiques et les effets que vos pratiques ont concrètement sur le terrain après. Et puis ensuite, ce qui peut être intéressant aussi, alors je sais que c'est hyper délicat versus la confidentialité, etc. Mais encore une fois, c'est aussi d'autres expériences qui nourrissent. Je ne sais pas dans quelle mesure des entreprises clientes ou des coachés clients peuvent aussi vous aider à faire votre pre-sales, quoi. Mais ça aussi, c'est intéressant en termes de clients, de se dire, OK, on a à peu près la même problématique dans cette boîte-là, et effectivement, cette pratique-là, elle peut être intéressante pour nous. Oui, je pense que c'est des pratiques, alors juste pour compléter, qui peuvent être explicitées, c'est-à-dire que le coaching court peut servir à telle situation, mais pas à telle autre, le coaching flash, le coaching distanciel, les coachings longs servent à telle situation, mais pas forcément à telle autre. Si on veut construire une confiance en soi, on va pas le faire en 1 heure, en coaching flash, etc. C'est ça qu'il faudrait arriver à clarifier vis-à-vis des clients, quel type de coaching pour quel type de sujet. Valérie? Oui, alors après, ça c'est assez clair. Je pense qu'en tout cas pour moi, alors c'est toujours bien de le dire, hein, que vous avez différentes prestations qui vont avoir des effets, en termes de modalités, comme disait Nathalie, les modalités ont des effets peut-être différents. Mais encore une fois, je suis assez d'accord avec Nathalie, c'est les modalités. Ce qui est d'abord important, c'est le fond, c'est dans votre pratique du coaching, qu'est-ce qui vous différencie d'un coach à l'autre? Sinon, il n'y aurait pas 80 écoles.
ou alors c'est des effets d'opportunité pour avoir de l'argent. Et donc, c'est d'où les questions d'éthique, d'où les questions du terme coaching qui est galvaudé, etc., éventuellement dérives sectaires, en tout cas ce qu'on peut y projeter en termes de fantasme. Et donc, si effectivement, il y a des écoles qui sont reconnues avec des pratiques différentes, forcément, elles ont peut-être des effets différents, donc on veut les connaître. Mais après, voilà, le flash, le distanciel, le pas distanciel, c'est bien, c'est intéressant d'avoir ces conversations sur les modalités, mais encore une fois, pour moi, c'est des modalités. Oui, c'est des modalités. Ouais. Alors, on va prendre un temps pour répondre à vos questions maintenant, Valérie. On y a répondu pas mal au fil de l'eau. Il y avait une question, mais qui est un peu délicate, donc je la pose tout en sachant que la réponse n'est pas évidente. Il y a beaucoup de personnes qui se disent comment je fais pour choisir mon école, comme j'en ai vu 5 pour en choisir une. Est-ce que vous n'auriez pas intérêt à faire la liste avec Syntec Coaching du top 10 des écoles? C'est délicat parce que ça veut dire faire le top 70 des moins bonnes. Est-ce que, Nathalie, tu as une suggestion pour aider les personnes et les clients à vérifier le niveau de formation et de certification des coachs? Parce que ça concerne aussi les clients qui, by the way, demandent de plus en plus les diplômes, les certifications et les supervisions dans des appels d'offres. Donc, si vous êtes client aujourd'hui dans ce webinaire, demandez les certifications, les diplômes, la supervision, puisque c'est pas possible d'avoir des coachs qui se supervisent pas. Tout à fait. C'est trop grave pour vos talents. Oui, tout à fait. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait déjà le point, c'est de regarder l'existence de l'école depuis un certain temps, parce que 80 écoles, j'ai vu une question passer, en tout cas un commentaire disant que c'était un étonnement. Il y a 80 structures qui se présentent comme faisant de la formation au coaching. Dans ces 80 structures, il y a des toutes petites activités, même qui ne sont pas considérées comme étant à temps plein. Donc, on peut déjà faire une sélection et se tourner vers des écoles, des structures qui ne font que de la formation au coaching. De regarder aussi, si je vous disais tout à l'heure, de pouvoir discuter avec d'autres stagiaires. C'est un très bon moyen d'identifier la qualité de la formation, de l'accompagnement. D'être peut-être aussi dans des logiques, si l'école vous choisit très rapidement, très facilement, c'est une question que vous pouvez vous poser parce qu'il y a tout un prérequis pour devenir coach, que ce soit lié à son projet, que ce soit lié à sa posture, à sa capacité aussi de développer une activité professionnelle seule ou qu'est-ce que ça va devenir une fois la formation terminée. D'identifier par exemple le taux de réussite des personnes qui sont certifiées. Ça paraît compliqué qu'il y ait 100% des personnes qui soient formées, qui deviennent certifiées coach. Enfin, il y a un ensemble de choses. Mais c'est une profession qui est en train de se transformer. Donc, il y a encore, je pense que quelques années où on va se retrouver avec des situations un peu particulières. Mais 80, ça peut faire sourire certains, c'est déjà beaucoup moins qu'il y a quelques années où il y en avait plus de 100. Donc ça va naturellement se réguler, mais je pense que évidemment une structure qui fait que du coaching, qui existe depuis un certain temps, qui est accréditée par des organismes professionnels, Syntec, OPCO Atlas, tout ce qui est lié aussi à EMCC, ICF. Oui, il y a des labels. Il y a des labels qui permettent d'identifier, voilà, de demander des contacts auprès des stagiaires. Et après, le choix de l'école dépend aussi du style de coach que vous voulez être, des modes de pédagogique que vous recherchez. Il y a des sujets qui vous sont propres en termes de choix d'école de coaching. Peut-être pour les 10% qui ne voudraient pas se former à l'IFOD, il y a des gens qui veulent se former à l'IFOD. Je crois que mais il faut se former à l'IFOD. De mémoire, nous avions référencé dans le cadre de l'étude les écoles qui étaient le plus citées par les coachs. Donc, regardez peut-être ce que disent vos pairs sur, en effet, les écoles qui sont les plus reconnues, les plus fiables. Oui. Ils vous amèneront sur un exercice de qualité de votre profession. Bien sûr. Oui, tout à fait. Mais si vous avez une hésitation, vous allez à l'IFOD.
Merci, Gilles, merci. Un sujet dont on n'a pas parlé, un peu touchy, mais qui ressort de l'étude, le pricing. Certains coachs prennent 200 € de l'heure, d'autres 800. Il y a une moyenne à 330. Valérie, une réaction par rapport à ça? Ça fait partie des critères? Alors, ça fait partie des critères, c'est pas le premier critère. C'est d'abord, encore une fois, le coach, sa pratique. Nous, on est aux alentours des 400, 500, 500 de l'heure, on nous dit de façon très cash. Donc, on est un peu au-dessus de la moyenne par rapport aux coachs, les vrais coachs qui vont faire de l'individuel ou du collectif. Ouais. Voilà, on tourne autour de ça. Alors là, je me dis, bah, peut-être que je peux négocier à 350 ou pas. On verra. Je sais pas si ça répond à ta question. C'est tout que tu voulais que je réponde. Non, mais c'est vrai que la Après, notion... 800, j'avoue que c'est beaucoup. J'ai Ouais, jamais, mais- ouais, j'ai jamais vu un coach qui m'a facturé 800 de l'heure. Mais Ouais. bon, après, après, moi, ce que je préfère aussi, c'est de travailler sur des forfaits. Parce que, voilà, travailler à l'heure, c'est comme un cadre qui est rémunéré à l'heure, je comprends pas. Donc, moi, je demande plutôt à C'est la très fin bien. que ce soit des forfaits, mais en grosso modo, à la fin, c'est Mhm. 400, 500 euros. C'est bien. Non, mais c'est vrai que ça fait partie aussi du manque de lisibilité du marché. Quand on voit un coach qui dit moi c'est tant et puis l'autre il dit moi c'est le double, on se dit pourquoi. Voilà. Ça fait partie aussi des choses qu'il faut expliciter, je pense, au client et dans sa démarche. On va prendre encore une question, Valérie. Il y en a une si tu dernière qui est as. intéressante peut-être pour Gilles ou qui veut. Est-ce que le coaching se développe dans les PME et les ETI, c'est-à-dire au-delà des grands groupes? Est-ce que vous voyez dans votre étude, Gilles, des tendances au développement du coaching en général, dans l'ensemble des entreprises? Oui, dans deux directions. En effet, on descend dans les tailles d'entreprises qui mobilisent de manière assez fréquente le coaching, et notamment certaines PME le font, avec bonheur et avec satisfaction. Et également, ça descend dans les strates des organigrammes. Un temps réservé au comité de direction, voire dorénavant du management intermédiaire qui bénéficient de prestations de coaching, parce qu'évidemment, c'est les courroies de transmission indispensables dans le bon fonctionnement d'une entreprise. Donc, on a deux relais de croissance, descendre plus bas dans l'organigramme, et en effet, en termes de taille d'entreprise, ça n'est plus réservé aux sociétés du CAC 40. Sans parler même de la partie publique, qui est très consommatrice de coaching. Merci beaucoup, Gilles. J'ai vu passer une question intéressante. Que pensez-vous des coachs internes? Alors, que pensez-vous des coachs internes, Valérie? Est-ce que tu as des coachs internes? Est-ce que tu pourrais envisager d'en avoir? Alors, j'ai connu les organisations où il y en avait. Et toujours par rapport à la safe place dont je vous parlais, la sécurité, voilà, je suis pas sûre qu'on obtienne les mêmes résultats que d'avoir un tiers externe. Par contre, là où je crois beaucoup, c'est de commencer justement dans cette idée de prévenir, vaut mieux prévenir que guérir. De commencer, et là, j'ai pas besoin d'avoir des coachs dédiés, mais plutôt dans la pratique des HRBP et des RH opérationnels, de commencer à intégrer le début, voilà, de faire un questionnement stratégique, voilà, dans le cadre d'un pré-coaching. Et donc là, ça devient intéressant parce que ça valorise le métier de RH. Ça permet de peut-être prévenir certaines choses en amont, mais un coach en interne totalement, je suis pas sûre. D'accord. Ok, eh bien écoutez, on arrive au terme de ce webinaire. Je voudrais vous remercier tous d'avoir posé toutes ces questions intéressantes et à nos invités d'y avoir répondu. Je pense que ça là nous apporte plein de pistes pour continuer de structurer cette profession qui en a besoin, de protéger notre titre de coach, de défendre nos pratiques et notre identité de coach auprès des entreprises, d'être toujours plus lisible. Et c'est vraiment aussi la vocation du Syntec Coaching et de ses adhérents que de structurer cette profession. Donc merci à tous et je vais du coup passer la parole à Valérie Recopin qui va conclure. Bien sûr, tu as tout dit. Ce que je voulais préciser, c'est que pour ceux qui ont assisté et ceux qui étaient inscrits, vous aurez le replay de ce webinaire et vous en aurez également la synthèse sur le site de Syntec Conseil, mais également sur notre page LinkedIn. N'hésitez pas à nous suivre car nous publions des articles, des études, des événements pour les adhérents ou non adhérents à Syntec Conseil et Syntec Coaching. Donc, nous serons heureux de participer à l'éducation sur le métier du coaching, à sa promotion, et parce qu'on voit bien qu'il y a encore énormément de travail à faire de notre côté pour la lisibilité et la communication autour de ce qu'est le coaching professionnel, parce que c'est bien comme ça qu'on s'appelle, coach professionnel ou executive coach. Une particularité, c'est que Syntec
Coaching, Syntec Conseil, ce sont des entreprises et des coachs salariés, puisqu'on a eu beaucoup de questions là-dessus. IMCT, EMCT, SF Coach sont des adhérents à titre individuel, des coachs qui adhèrent à titre individuel. Et Syntec, ce sont des entreprises qui adhèrent. Donc, votre entreprise adhère, elle a 10 coachs, 15 coachs, 20 coachs salariés. Elle adhère à Syntec Conseil, qui ensuite va dans la commission outplacement ou la commission coaching ou la commission évolution coaching. Voilà, on sera ravis de vous en dire plus. Et merci à tous d'avoir été très nombreux aujourd'hui et à très bientôt pour d'autres informations sur le coaching et l'intelligence artificielle l'année prochaine. Passez une bonne fin d'année. Merci. Merci, Merci, au revoir. au revoir à tous. Au revoir à tous.